Alors, pour quelqu'un qui veut construire, n'est-ce pas, au Cameroun, Oui. on a tout maintenant dans la phase où on a dit, à notre introduction, on va véritablement parler de la construction pour ceux qui veulent construire, les choses à savoir. Ouais. Bon, imaginons, il y a un lambda qui a déjà le terrain avec le titre foncier. Il veut construire un R+3. Qu'est-ce qu'il fait? Il va directement acheter le sable, le ciment, il trouve les maçons, il commence à construire. Quelle est la démarche à suivre pour respecter la loi au Cameroun et autres dans la construction? Alors, tu as un terrain, tu vas construire un R+3. Le cas pratique, on va aller cas pratique directement. Bien sûr, c'est ça. R+3, tu veux construire. Tu veux construire quoi? Bon, disons, tu veux construire des appartements meublés. En bas, au premier niveau, Oui. au rez-de-chaussée, par exemple, les boutiques, parce que disons que ton terrain est à côté de la route. Tu vois. C'est le fax. Ouais. C'est le fax. Tu veux construire des magasins, des boutiques, Oui. c'est à côté de la route. Au deuxième niveau, peut-être, tu veux mettre des restaurants, les meublés et autres. Et peut-être, toi, tu veux vivre au troisième pour avoir l'œil sur ton business. Mais normalement, D'accord. on n'est pas l'argent, on n'est pas là. Là où on n'est pas là, forcément. Donc, ce qu'on fait, c'est que, toi, en tant que client, ce que je te propose, si c'est ton terrain, tu te rapproches justement d'une entreprise qui fait dans la conception. Ça peut être un cabinet d'architecture, ça peut être une entreprise de construction comme nous. Oui. Moi, je ne suis pas un cabinet d'architecture, je ne fais pas d'agrément, mais je suis une entreprise de construction. J'ai une entreprise de construction, pas je suis. Donc, tu te rapproches d'eux pour qu'ils te fassent la conception. La conception, là, n'est pas seulement pour ton bâtiment, parce que tu as dit dans les règles. Si tu dois respecter les règles de l'art. Tu dois maintenant les voir pour qu'ils puissent te piloter dans ta phase d'obtention du permis de bâtir. Parce qu'on ne peut construire au Cameroun sans permis de bâtir. Et j'en profite pour dire, le permis de bâtir, ça te protège toi à un très grand niveau. Je prends le cas simple. Si tu as acheté un terrain et après il y a un projet d'envergure qu'on a ciblé ton terrain, je ne sais pas si tu vois. Si, si. Genre, supposons on veut faire agrandir la route, bien transformer la route en autoroute, et peut-être ton bâtiment. Oui, ou bien faire on a décidé de faire le stade. Ah oui. On décide maintenant que tous ceux qui sont là, on va les indemniser. Le permis de bâtir te protège au point où on doit t'indemniser. En principe, je dis bien en principe, mais l'indemnité en question, c'est quoi? C'est genre, on va te payer la valeur de ton bâtiment à ce moment précis ou on va te donner. On calcule en fonction de ton permis de bâtir. Je dis bien ça. Parce que dans le permis de bâtir, le 1% de la construction que tu payes est évalué sur le prix du bâtiment dans la zone. Je te prends un exemple très clair pour le permis de bâtir. Oui, pour que celui qui écoute puisse comprendre vraiment ce que c'est le permis de bâtir. Le permis de bâtir, c'est un document officiel qui te donne l'autorisation de construire dans une zone précise. Donc l'autorisation, il dit bien officielle. C'est-à-dire que l'État reconnaît que sur cette partie du terrain, il y a tel type de maison. Tu comprends? Donc comment est-ce qu'on calcule le permis de bâtir? Le permis de bâtir est calculé ainsi. Si tu as un terrain de 100 mètres carrés, par exemple, tu veux construire sur les 100 mètres carrés. Donc tu as un terrain de 500 mètres carrés. On va aller dans ce cas-là. 500 mètres carrés. Et tu veux construire sur 100 mètres carrés. Ton bâtiment, 100 mètres carrés. La communauté urbaine va calculer dans ta zone, je prends une zone comme Japoma. Là où il y a le stade là. Oui. Où c'est 250 000. Le mètre carré? Non, la maison, ils évaluent la maison. Genre la maison coûte 250 000 au mètre carré. Ça veut dire ceci, si tu as ton 100 mètres carrés de bâtiment, ils évaluent que ta maison finie, ça veut dire finie avec toiture, peinture, tout ça. Ça va coûter 100 mètres carrés fois 250 000. Ça fait 25 millions. Tu vois? Tu es obligé de payer ce que tu vas payer à la communauté urbaine au guichet unique. 250 000. C'est 250 000 qui est 1% du prix de ton bâtiment. D'accord. Certains clients pensent que c'est le 1% du devis que nous on leur donne. Et ça laisse des frais en fait. Non. Et ils nous demandent justement de faire des devis moins chers. Pour que quand ils partent à la commune, on dit que l'entreprise
a dit que le projet c'est peut-être 100 millions au lieu de 400 millions, toi tu vas plutôt payer 1% dans 1 million. Ah, je vois. Tu vois. Donc la commune a justement maintenant sorti leur grille tarifaire en fonction des quartiers. Par exemple, le prix de Bastos à Yaoundé ne peut pas être le même prix que Vogbeti à Yaoundé. À Bastos, ça peut être 500 000, je dis comme ça, je ne sais pas. Oui. Et à Vogbeti, ça peut être 100 000 ou 150 000. Tu vois. Donc, ce qui fait en sorte que. Et maintenant, on est sur un plein pied. Ça veut dire juste que tu as levé la maison, tu as mis la toiture. Maintenant, si tu coules la dalle, ce qui est en haut, on prend l'espace qui est en haut. C'est-à-dire que si tu fais 100 mètres carrés en haut, comme on dit souvent que est-ce qu'on borne dans le ciel. Donc, tu ajoutes l'espace des balcons. Ça fait qu'en haut, tu as maintenant un espace de peut-être 110 mètres carrés. Ça te fait l'espace total de combien? 210 mètres carrés. Donc, on va calculer maintenant tout l'espace de ton bâtiment. Si ton bâtiment c'est 100 mètres carrés fois 4 étages, donc le rez-de-chaussée plus 3 étages, c'est ça qui font 4 étages. C'est ça. Donc rez-de-chaussée, étage 1, étage 2, étage 3. Donc 100 mètres carrés. Ça fait combien? 400 mètres carrés. 400 mètres carrés fois 250 000. Ça fait combien? 100 millions. Et là, tu vas payer 100 millions. Tu vas payer 1%. 1% de 100 millions. Pour avoir le permis de bâtir. Pour avoir le permis de bâtir. Mais ça, c'est le prix que tu paies maintenant. Il y a toute la paperasse. Parce que pour le permis de bâtir, il y a toute une paperasse. Il y a toute une paperasse. Il y a, pour Douala, par exemple, il y a l'étude architecturale, c'est-à-dire les plans architecturaux signés par un architecte à l'ordre. Il y a les plans structurels du bâtiment. On appelle ça la note de calcul. La note de calcul que l'ingénieur de génie civil inscrit à l'ordre a signé. Il y a le certificat de propriété, le certificat d'urbanisme. Et pour tes plans architecturaux, la maïtu doit aussi viser. Tu vois, c'est tout un processus. Il y a des articles qui disent pour un bâtiment qui va plus de 10 mètres de hauteur, il faut utiliser un autre type d'étude géotechnique parce qu'il y a l'étude géotechnique qui entre dans le document de demande de permis de bâtir. L'étude géotechnique, ça dépend. Il y a l'étude au pressiomètre et il y a l'étude au pénétromètre. Donc tout ça, c'est pour ça qu'il vous faut maintenant une entreprise qui va t'accompagner, qui connaît où est-ce que chercher les signatures, où est-ce que chercher les validations pour constituer tout ce dossier et aller à la communauté urbaine. Donc déposer. Après dépôt, il y a une commission qui siège. La commission siège pour valider ton document. Ça. Quand la commission siège, on valide ton document, tu as ton permis de bâtir. Ok, et là c'est la première étape. Là, c'est la toute première étape de la bâtiment. Bon, imaginons que j'ai construit, j'étais pas au courant de cette première étape-là. Est-ce qu'il est possible de quand même refaire le permis Tu de payes les bâtir? pénalités, c'est tout. Ah, d'accord. Même si après ma construction n'a pas respecté certains normes et tout. Non, justement, on va te demander de régler ça. On va te demander de régler ça. Donc maintenant, quand j'étais en train de dire le permis de bâtir dont on expliquait là, tu vois le prix de 1% que tu payes, c'est 1 million. Okay. Quand l'État vient maintenant, l'État qui a l'autorisation de construire ce terrain, il te dit qu'il veut le terrain. Ok. Si. Ils vont casser ta maison. Si. Ils vont t'indemniser en utilisant aussi le coût du terrain à l'état actuel. Ça veut dire que si nous sommes en 2025, genre la mercurielle dans exactement. Si nous sommes en 2025 et qu'on facture là-bas 250 000 mètres carrés, comme je disais, et en 2035, c'est passé plutôt à 350 000. Tu vois, il y a certains administrateurs qui vont aller calculer sur 250 000 ou sur 350 000 et vont estimer maintenant le prix de ton bâtiment. Ah, mais sauf que là, c'est le prix de la terre. Non, je ne parle pas du terrain, je parle de la maison. On a fait un devis. Ah oui. 100 mètres carrés fois 250 000, ça fait 25 millions. Voilà le prix de ta maison. Et tu as payé 1% du prix de ta maison. Et maintenant, on vient en 2035 pour casser après 10 ans. On dit que ce n'est plus 250 000, maintenant, 350 000. Oui, ça passe maintenant à 35 millions. On a des administrateurs qui peuvent payer 25 millions ou 35 millions. S'ils détruisent toute ta maison. Donc c'est sur ça qu'on se base maintenant pour dire que ta maison coûtait tant quand on est venu détruire.
Et si tu n'as pas si tu n'as pas le permis de bâtir, on ne va jamais, on va dire qu'il y a en principe, l'État ne reconnaît pas qu'il y a une maison ici. Donc on vient te payer plutôt l'indemnité sur le terrain. Si tu as le titre foncier, bien sûr. Donc on te paye l'indemnité sur ton terrain, si tu as le titre foncier. Ah ouais. Donc c'est ça. C'est ça. Et c'est aussi dans le cas des accidents aussi. Mais aussi qu'on tolère aussi beaucoup de choses au Cameroun. Parce que même dans le cas des accidents, si c'est qu'une maison vient, une voiture vient cogner ta maison, bien un accident. Pour évaluer ça, on évalue juste en fonction de ton permis de bâtir. Ah d'accord, c'est super. Donc on dit première étape, j'espère que vous avez entendu c'est l'internaute qui voulait construire au Cameroun, que vous soyez dans la diaspora ou au Cameroun. Première étape, permis de bâtir. Et après avoir fini la paperasse, je ne peux pas avoir le permis de bâtir si tu n'as pas le titre foncier. Voilà, après avoir fini la paperasse pour le titre foncier, si tu veux lancer ta construction, la première étape c'est le permis de bâtir. Bon, quelle est donc la deuxième chose à faire? On est toujours dans notre exemple où un Camerounais de la diaspora ou bien du Cameroun ou bien de n'importe où veut construire un R+3 au Cameroun. Il a déjà le terrain avec son titre foncier, ça ne souffre de rien. Et il a son permis de bâtir. Et il a déjà maintenant son permis de bâtir. C'est quoi la prochaine étape? Donc, maintenant, la prochaine étape, c'est la phase d'exécution. Parce qu'il y a la conception, parce que c'est la conception, c'est pour avoir le permis de bâtir. On conçoit le bâtiment, on conçoit le devis et tout et tout. Et puis maintenant, il y a la phase exécutoire. Ça veut dire qu'on exécute ce qu'on a conçu. Voilà. Maintenant, pour la phase d'exécution, ça peut toujours être la même entreprise qui a conçu. Qui exécute. Qui exécute. Ça peut toujours être le même cabinet d'architecture qui a conçu, qui recrute ceux qui vont exécuter. Je sais pas si tu comprends. Si. Ça veut dire que le cabinet d'architecture a pour rôle de concevoir et maintenant de s'assurer que ce qu'on a conçu, c'est ce qui est en train d'être exécuté. Ça veut dire qu'ils lancent des appels d'offres aux entreprises comme nous de venir construire leurs bâtiments qu'ils ont conçus. Ben, nous qui avons déjà conçu le bâtiment, on continue sur la phase d'exécution. Maintenant, la phase d'exécution, on fait un planning d'exécution. C'est-à-dire le planning d'exécution, c'est un planning budgétaire, c'est un planning financier et un planning technique. Ok. Financier, pour chaque phase, ça veut dire la fondation. Parce que le R+3, c'est la fondation. Tu finis la fondation, tu as le rez-de-chaussée. Tu as le rez-de-chaussée, tu as l'étage 1, l'étage 2 et l'étage 3. C'est ça qui fait R+3. Maintenant, le client va te dire ce qu'il veut. S'il veut un bâtiment, le gros œuvre, ou bien un bâtiment fini. Okay. Le gros œuvre, c'est la partie, la grosse partie du bâtiment, quoi, sans finition. Disons le squelette du bâtiment. Le squelette du bâtiment est un peu plus technique. C'est pour ça que je voulais pas dire squelette. Donc, tu fais le gros œuvre, c'est le bâtiment sans ses finitions. Donc, le gros œuvre, c'est un être humain sans habit. Donc, c'est ça qu'on peut faire. Et après, le gros œuvre, on passe aux finitions. On passe souvent au second œuvre avant les finitions. Maintenant, le bâtiment, dans son gros œuvre, peut être réalisé par une entreprise de BTP. Et puis, cette entreprise va suivre aussi les finitions. Elle peut continuer jusqu'aux finitions. C'est un peu ça. Et tu avais une question? Quelle est la phase qui est plus, qui demande plus d'argent? Qui prend plus d'argent dans tout ce processus-là? Alors, le processus d'exécution. C'est ça qui concerne. Tu demandes quel... Genre, dans la réalisation du R+3 fini, du client. De la conception à la, ou bien pendant l'exécution. Tout ça, de la conception à la réalisation. Qu'est-ce qui... parce que comme ça, celui qui veut par exemple se lancer dans un projet du genre, comment est-ce qu'il doit se préparer psychologiquement à affronter les dépenses en fait? Il doit déjà savoir d'une chose que le plus complexe son projet sera, le plus complexe la conception sera. Ok. Ça veut dire que tu veux un R+3, ça veut dire que la conception sera aussi difficile. Tu veux un R+8, la conception sera encore plus difficile. Et qui dit difficile dit aussi plus coûteux. Tu vois un peu. Maintenant, l'exécution, avec l'achat du matériau, ça coûte forcément plus cher que la conception. Parce que la conception, c'est le travail intellectuel de plusieurs corps de métier. Ça veut dire que dans la conception, tu as l'architecte qui intervient, tu as l'ingénieur qui intervient, tu as le plombier, les ingénieurs en plomberie, les ingénieurs en électricité qui vont intervenir pour te faire les plans de plomberie, les plans d'électricité.
tous ces plans de câblage et tout ce qui va avec. Donc, tu as plusieurs corps de métier qui s'asseyent, qui font un brainstorming et puis conçoivent un meilleur projet pour toi avec ce que tu as demandé. C'est pour ça que je dis que au fur et à mesure que ton projet devient plus complexe, c'est plusieurs corps de métier qui entrent pour pouvoir gérer. Et cette phase de conception est souvent pilotée par l'architecte. Okay. Tu vois, pas l'architecte en chef. C'est l'architecte en chef qui pilote tous ceux qui travaillent dessus. L'architecte, donc, il est comme un chef d'orchestre. Chacun doit jouer sa partition. Et il doit s'assurer que ta partition est bien jouée ou bien ta partition entre où il faut, à quel moment il faut entrer. Beaucoup de personnes négligent cette partie parce qu'ils ne voient pas. Ce n'est pas comme le bâtiment qu'on te voit construire le bâtiment. Donc, vu que c'est un travail intellectuel, on voit que l'argent qu'on te donne juste pour dessiner. Voilà ce que les clients disent souvent. Ah, quand je connais quelqu'un qui va me dessiner ça à 50 000. Il y a ceux qui dessinent même. Ouais, certains si tu dois faire un duplex, par exemple. Il y a certains qui partent sur AutoCAD. Certains ingénieurs mécaniciens qui ont eu à travailler avec AutoCAD. Ils partent eux-mêmes construire. Ils savent que c'est sorti 2 lignes. Comme ça, tu as les dimensions. Bon, bref, ça peut arriver. C'est le bricolage. Comme dans tout métier, il y a bricolage. Et ça marche. Mais qui dit bricolage, on connaît où ça va arriver après. Ça peut être debout aujourd'hui, demain, on ne sait pas où ça sera. Je ne dis rien. Donc, après la phase conceptuelle, il y a la phase réalisation où il y a le matériau qui entre en compte. Parce que c'est même dans la conception qu'on choisit aussi le type de matériau. Dans le type de matériau, pour la fondation, parce que dans la conception, j'ai oublié, il y a aussi la partie d'analyse géotechnique, c'est-à-dire la partie d'analyse du sol qui nous permet de savoir quel type de fondation on va mettre dans ta maison. C'est le sol qui détermine la fondation. Ce n'est pas la fondation qui détermine le sol. Ou bien ce n'est pas la fondation. Le projet qui détermine la fondation. Oui. Avec le projet, tu peux déjà estimer quel type de fondation tu auras. Tu vois. Mais quand tu as encore le sol, tu es encore plus sûr. Ou bien tu es plus sûr de ce que tu vas faire. Soit tu annules la fondation que tu avais prévue, soit tu... Alors, il y a certains qui disent par exemple qu'on ne peut pas construire un gratte-ciel à Douala. Pourquoi ils disaient ça? Parce qu'ils disent que Douala, en réalité, c'est un terrain qui est proche de l'eau. Il y a plusieurs zones en Douala qui ont été, par exemple, remblées. Toute la zone à côté du port autonome de Douala, par exemple, qui a été remblée et tout. Il y a des gens qui disent que si tu construis un gratte-ciel sur Douala, ça ne va pas tenir parce qu'à un certain niveau, en bas, c'est seulement l'eau. Et quand la fondation ne va pas tenir pendant longtemps. Mais on connaît tous qu'il y a des îles qui ont été créées. L'hôtel 7 étoiles, le Burj Khalifa. Tu as déjà vu la processus de construction du Burj Khalifa. Le Burj Khalifa est construit sur l'eau. Totalement sur l'eau. Il dit totalement, ça veut dire qu'on est venu dans la mer, on a écarté l'eau, on a mis le Burj Khalifa. On ne parle pas d'une thème qu'il n'y avait pas l'eau un peu comme à Douala. Je te dis, quand on d'accord à l'école des travaux, le chef du département du génie civil disait qu'après Dieu, c'est l'ingénieur génie civil. Avant l'architecte. Il dit qu'après Dieu, l'architecte va dessiner. L'architecte va dessiner ce qu'il va dessiner, mais c'est l'ingénieur qui rend ça, qui donne vie à ce que l'architecte a dessiné. Mais est-ce qu'il y a souvent un conflit entre ces deux corps de métier, par exemple? Au Cameroun, beaucoup. Beaucoup? Oui, au Cameroun, beaucoup. Genre, l'architecte dit, faites comme ça, mettez-moi. Non, si c'est dans le conflit là, il y a ça partout. Ok. Il y a ça partout. Genre, l'architecte dessine une poutre un peu inclinée, genre, oui, l'ingénieur dit il va te dire que structurellement, mon frère, ça ne tient pas. Là. Maintenant, ça peut tenir s'il y a les fonds. Mais là, qui règle alors le genre de conflit? Qui vient dire que bon, on va faire ceci, on va pas faire ça. Parce que oui, il y a maintenant ce qu'on appelle le chef de projet. Ah, qui est au-dessus de... Il peut être architecte, il peut être ingénieur. Ok. Il peut être une personne qui est un gestionnaire de projet. Il peut être, comme dans mon entreprise, c'est moi. Tu vois, je ne suis ni architecte, ni ingénieur, génie civil pur. Tu vois, mais quand on arrive à ce genre de truc, il faut justement enlever les émotions. Et regarder le porte-monnaie. Et regarder d'autres aspects. Okay. Et le porte-monnaie en fait partie. Et en parler au client, à celui qui veut le projet. Tu vois, parce que même le projet est il est parmi les parties prenantes. Le client est dans les parties prenantes, pour ne pas dire la partie prenante de décision. C'est-à-dire que l'architecte peut dessiner et puis quand tu veux maintenant faire ces modifications, tu dois avoir l'autorisation en tant qu'ingénieur du chef de projet. Tu vois, moi je pensais que tu parlais d'un autre type de conflit. Non, même ce type de conflit. L'autre conflit où l'ingénieur justement se transforme
Un architecte. Au Cameroun, on fait dans tout, je veux dire. Ouais, c'est ça que je dis qu'il y a justement ce conflit un peu partout, justement. C'est pour ça que... Et là, celui-là, comment est-ce que... lui, il se vend d'abord plus moins cher, à la base, que l'architecte même, parce que l'architecte, lui, il connaît son travail. Il parle justement, il a fréquenté, il a fait 6 ans d'études ou 5 ans d'études pour savoir comment orienter une maison, qu'est-ce qu'il faut regarder avant de concevoir un projet. Mais un ingénieur qui a réalisé plusieurs projets, Oui. avec son expérience, il ne peut pas déjà lui-même également comprendre comment orienter une maison ou bien faire le même travail. Il a réalisé le projet. Est-ce qu'il a conçu le projet? Il peut concevoir plusieurs projets de sa chambre sans aller sur le terrain. Certains le font. Je ne vais pas appeler des noms. Sans aller sur le terrain. Tu vois. Mais il y a ce qu'on appelle la fonctionnalité du bâtiment. Je connais tout le cursus des ingénieurs génie civil. Parce que j'ai été dans ces écoles, tu vois. C'est vrai qu'on apprend un peu d'architecture, du moins où on était, on nous apprenait un peu d'architecture. Il y a les bases. Au niveau de les bases, justement. Mais quand tu causes avec un architecte, quand tu vois d'abord le travail d'un architecte, tu vois le travail d'un ingénieur de conception, tu vois la différence. Que ce soit dans la fonctionnalité du bâtiment, que ce soit même dans l'esthétique du bâtiment. Il y a avec les computer aided design software, les CAD, tu peux dessiner une très belle maison. C'est-à-dire, tu mets la façade est jolie, comme ça peut être joli. Mais la fonctionnalité à l'intérieur, ça veut dire comment est-ce qu'on circule dans la maison, comment est-ce que les pièces sont alignées dans la maison. Ce n'est pas forcément ça. Comment est-ce que le concepteur qui est l'architecte appréhende le fait de causer avec le client. Parce que quand tu causes avec le client, que tu comprends ses besoins. Et c'est avec ça que tu alignes. Pourtant, d'autres personnes, eux, ils vont dire que, parce que tu les payes d'abord très moins cher. C'est souvent ça le dès qu'ils apprennent pas à dessiner une fois, 2 fois, ils arrivent à faire ce qu'on appelle le rendu. Dès qu'ils arrivent à faire un bon rendu, ils peuvent maintenant aller facturer au client 100 000 pour un R+2. Ils n'ont pas d'abord le temps parce qu'ils savent qu'on les paye moins cher. Donc, tu vas voir les petits détails comme ça, qu'on oriente. Ici, il faut une porte, ici, il faut une fenêtre. Lui, il te met. Quand tu veux déjà trop demander les modifications, là, il slack. Il a pris son argent, ou bien il n'a pas pris son argent. Tu vois, c'est autant de choses, mais je conseillerais toujours des personnes d'aller chez les architectes. À Green Engineering, on a des architectes qui sont très conscients. On a des ingénieurs qui sont encore plus conscients. Donc, ce qu'on fait, c'est que l'architecte va toujours être au cœur de la conception. Chez nous, l'architecte au cœur de la conception. Cause avec le client. Je cause avec le client. L'architecte cause avec le client s'il le faut. Si c'est qu'il y a des choses que je n'ai pas compris, on essaie de faire des trucs et l'architecte comprend le client. Quand les clients arrivent au Cameroun, ils viennent au bureau, ils rencontrent l'architecte. Il dit à l'architecte ce qu'il veut. Parce que l'architecte comprend un peu mieux que moi. Donc maintenant, l'architecte comprend. Il m'explique maintenant d'autres termes ce qu'il faut faire. Donc je prends maintenant la globalité, je vois le budget du client. Parce que je demande au client son budget, je vois, je dis que bon, avec ça, je pense que l'architecte ne pourra pas faire ça. C'est autant de choses, mais c'est tout un travail d'orchestre. Comme je t'ai dit, chacun doit jouer sa partition. Et quand chacun joue sa partition, ça donne de très beaux résultats. Mais est-ce que tu as déjà eu à voir un client peut-être difficile, à gérer des clients difficiles dans le cadre de ton activité? Beaucoup, la majeure. Et où est-ce que les clients dont tu vois beaucoup plus de fil à retordre? Dans la négociation. Pour l'argent. Oui, pour négocier. Parce que, tu sais, dans la négociation, il y a d'abord, en anglais, on dit l'acquisition du marché. Après l'acquisition, il y a le délivrable. Après le délivrable, il y a le service après-vente. Tu vois un peu, donc, c'est les 3 phases-là. Mon problème avec les clients, c'est surtout dans l'acquisition. Tu vas prospecter un client. Le projet de construction, quand tu commences à prospecter un client en janvier, attends-toi à ce que vous signez même un contrat. Il dit un contrat en mars de l'année qui va suivre. C'est tout un processus pour le convaincre. Parce que le client n'est pas toujours prêt. Il a l'idée du projet dans sa tête. Il sait que bon, l'année prochaine, ou bien dans 2 ans, il va me lancer. Il t'approche maintenant. Tu vois, pourtant, c'est dans 2 ans qu'il va se lancer. Il t'approche maintenant pour commencer déjà à tâter le terrain, pour connaître avec qui il va travailler dans 2 ans et tout.
Donc, toi, tu as tout ce temps pour le convaincre. C'est où tu vas maintenant voir, tu vas mettre en place des stratégies marketing, des stratégies de communication, où tu ne dois pas être trop présent, mais tu dois aussi être trop absent. Tu vois? Donc, comme je disais, il y a le temps d'acquisition qui est d'abord, je dois comprendre la stratégie pour pouvoir signer un contrat avec le client. Mais maintenant, comme je disais, le client, les préjugés. Le préjugé, c'est qu'au Cameroun, on construit gratuit. On construit, c'est moins cher la construction. Le maçon coûte tel, tout tel. Toi, en tant qu'entreprise, pourquoi tu coûtes plus cher? Donc, il y a cette partie où tu dois convaincre le client. Et tu dois vraiment convaincre le client. Non seulement tu dois convaincre le client, tu dois convaincre ceux qui sont autour de lui. Parce que ce n'est pas toi seul qui parle. Il va parler à son frère qui a déjà construit. Son frère va dire que, c'est trop cher. Quand j'ai construit, toi-même, tu sais que j'ai payé tant. Pourquoi est-ce que le petit là te demande telle somme? Tu vois, c'était un peu ça le plus dur avec mes clients, surtout dans les débuts. Parce que je suis dans les débuts, je suis qu'à 5 ans. Je n'ai pas encore fait de très grandes choses. Je suis pas encore à 10 ans où on peut dire qu'on passe, on dit que voilà green, voilà green, voilà green, voilà green. On travaille encore. Et c'est surtout ça dans la partie de convaincre. Mais dès qu'on a déjà commencé à construire, le client comprend et puis le client reste. Le client nous recommande. La plupart de nos ambassadeurs à Green sont nos clients. Je ne dis pas que on a toujours tout bien fait nos projets. J'aime être honnête envers les clients. Tu vois. Je dis toujours aux clients, il pourra arriver qu'il y ait des malentendus, mais on doit toujours trouver une solution ensemble. Oui, parce que quand on entre sur un projet, on est partenaire. Je t'aide à construire ton projet de vie, comme j'appelle toujours mes projets, ton projet de vie. Et toi, tu m'aides à nourrir des familles. Parce qu'il y a plusieurs, sur un projet de construction, il y a plus de 10 familles que tu gères. Parce qu'il y a les maçons, les ferrailleurs, les manœuvres, l'ingénieur, l'architecte, tout cela. Donc moi, mon rôle, c'est de m'assurer que ces familles mangent. Et qu'ils mangent derrière ton projet. Et s'il y a maintenant un problème, ça veut dire que s'il y a un problème de malentendu, par exemple, nous, on a mal réalisé quelque chose ou bien on n'a pas compris ce que tu voulais. On va trouver un terrain d'entente, on va réaliser, on va corriger. C'est comme ça, parce que ça arrive nous sommes des humains. Ça arrive qu'il peut y avoir des malentendus. Quand je dis mal réaliser quelque chose, c'est dans le sens où, si c'est qu'on avait prévu faire, par exemple, un poteau de 4 mètres, et puis on a réalisé plutôt le poteau sur 3,8 mètres, parce qu'il y avait d'autres contraintes, et qu'on n'a pas assez communiqué au client avant. Donc, ça devient tout mal réalisé pour le client, et on doit lui dire pourquoi est-ce qu'on a mal réalisé, et que si c'est qu'il ça ne l'arrange pas, il teigne vraiment ces 4 mètres, on va le faire. Donc, il y a une phase de communication et on s'est beaucoup amélioré dans tous les cas. On s'est beaucoup amélioré. D'accord, merci beaucoup. Et on va essayer de clôturer ici pour aujourd'hui. Il y a beaucoup à dire dans le domaine du bâtiment et tout. On va peut-être faire une autre édition par rapport à ça. Mais avant de clôturer, si tu pouvais changer quelque chose au Cameroun présentement, ce serait quoi? Alors, changer quelque chose au Cameroun présentement, c'est l'éducation. Ah, l'éducation? Oui. Je dis l'éducation, pourquoi? Parce que, tu vois, dans toute société, ce qui rend la société forte, c'est l'éducation qu'on transmet à ses enfants. Quand je dis enfants, je parle de ceux qui fréquentent, bien sûr. Notre système éducatif, je suis désolé, mais c'est un système qui est purement colonial et qui est centré sur des problématiques de l'époque. Ah ouais. Présentement, un ingénieur mécanicien va sortir. On n'est pas sûr qu'en sortant ingénieur, il a vraiment travaillé sur des projets de mécanique de l'heure. Ok. Je sais pas si tu vois. Oui, je comprends. Et notre cursus de primaire, secondaire, universitaire est plus théorique que pratique. Au point même où, quand quelqu'un décide de faire le lycée technique, toi-même tu ris déjà. C'est qu'il ne pouvait pas faire la C. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, on a plus accentué notre éducation sur un système où il faut plus promouvoir les administrateurs, promouvoir ceux qui devaient venir faire la réforme coloniale. Je sais pas si tu vois un peu. Au point où même, maintenant, tout, à l'époque jusqu'à nos parents, quand tu sors, on dit que tu dois composer la fonction publique.
En croyant que c'est la fonction publique la solution au développement du Cameroun. Non, je suis pas de ceux-là. Je suis de ceux-là qui pensent que l'éducation doit être d'abord très pratique. Il dit tellement pratique. Donc, pour faire face aux difficultés présentes et futures. L'éducation doit être pratique. Oui, l'éducation doit être pratique et beaucoup investi dans le ministère, dans la recherche et le développement. Parce que tu ne peux pas bâtir quelque chose s'il n'y a pas de recherche autour. Tu fais d'abord la recherche avant de développer. Et c'est pas si tu comprends, tu vois où je veux en venir. Donc, par exemple, même n'importe quoi qu'on a, même la montre, les grandes entreprises investissent dans la R&D, dans la recherche et développement. Ils font d'abord assez de recherches pour ces montres avant de développer. Donc, toutes choses, même la voiture, les avions, tout. Tu connais le budget de recherche et développement d'Amazon. C'est tellement énorme. Et notre éducation devrait donc s'appuyer sur ça pour avoir ce type de budget pour financer la recherche et le développement. Tu sais que les chercheurs au Cameroun présentement financent même leur recherche. Personnellement, ils financent leur recherche, certains, pour pouvoir publier des articles pour monter au grade de procès. C'est un truc compliqué. Donc, j'aimerais que notre éducation, on commence à nous enseigner d'abord nos zéros. Je dis pas 0, 0 le chiffre, nos héros, nos zéros. Ce qu'ils ont fait, on s'inspire d'eux. On connaît leur histoire, on connaît notre histoire. On arrive maintenant dans la phase où on doit être pragmatique. On nous enseigne des trucs concrets dans notre contexte. On arrête de nous enseigner certaines choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a à faire. On doit nous éduquer à ce qu'on doit savoir que bon, dès qu'on sort de la classe de terminale, s'il y a encore une classe de terminale, quand il dit s'il y a encore, c'est dans le processus que j'ai dit, oui, si on garde la classe de terminale, qu'on puisse déjà être assez pragmatique pour être déjà sur le marché. Tu vois? Parce que il y a certaines qualifications qu'on doit avoir. Beaucoup de personnes se plaignent dans notre domaine de la construction que vos murs sont tordus, vos murs sont montés, vos murs sont... Parce que beaucoup de personnes ne sont pas assez qualifiées. Ils ont appris dans le tas. Tu vas voir un historien qui a une licence en histoire, que pour s'en sortir, il doit aller apprendre la maçonnerie dans le tas. Donc, ça veut dire qu'il pouvait être technicien depuis, mais il allait faire la A. Donc, il faut savoir comment canaliser. Ou alors, il n'a pas trouvé le travail dans le A. Il n'a pas trouvé, oui, justement. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'a pas trouvé le travail dans le A. Pourquoi? Parce que le marché de l'employabilité, on te forme pour un truc dont il n'y a pas le marché. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Donc, l'éducation doit être contextualisée. L'éducation doit être dans notre contexte. Ce dont on a besoin présentement pour se développer, c'est quoi? On établit, on fait la recherche sur ça, on développe, et puis maintenant, tu vas voir, le marché va se créer, et ceux qui se sont formés dedans, s'ils se forment bien, ils auront le marché. Mais tout passe par l'éducation, là, la recherche et le développement qui suivent ensemble. Pour moi, c'est que le ministère de l'enseignement et l'éducation et le ministère des recherches scientifiques doivent toujours être ensemble. Parce qu'il doit avoir une même vision. Une même vision pour la recherche, qui est la vision de l'éducation. C'est ici là qu'on va, et c'est là où la recherche en est. D'accord. Merci beaucoup. Et on va sortir là. Et dernier mot pour les jeunes, par exemple, qui ont regardé ce podcast. Alors, pour tous les jeunes qui ont regardé ce podcast, je me tourne vers la caméra. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, déjà, ça veut dire que vous êtes intéressé, et c'est très bien. Et ne baissez pas les bras, soyez toujours très braves. On encourage ceux qui tentent, parce que c'est quand tu tentes que tu apprends. On va tout enseigner à l'école, mais c'est quand tu auras fait que tu vas apprendre. Et quand tu apprends, tu vas être meilleur. Ne baissez pas les bras, quel qu'en soit où tu te trouves, au Cameroun, en Europe, n'importe où. Ce que tu fais doit payer. Et nous sommes le socle sur lequel le pays va s'appuyer pour se développer. En Afrique surtout. Il y a beaucoup de choses à venir. Il y a beaucoup d'investissements qu'on fait en Afrique. Et il faudrait que ces investissements passent par nous, les jeunes. Et nous ne devons pas être simplement des spectateurs de ce développement, mais nous devons être des acteurs de ce développement. Et ça se passe par justement, par des initiatives par lesquelles on essaie d'apprendre au jour et au lendemain. Super. Merci beaucoup à Fonkou Patrick pour ta présence sur Matalk. C'était un merveilleux échange. J'espère que vous avez apprécié, vous avez aimé cet échange. N'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous passez sur Mba Media. On vous apporte toujours des invités de classe mondiale, des invités de qualité. Et si vous avez des questions, si vous voulez contacter, par exemple, Green Engineering ou alors
des questions par rapport à tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, laissez en commentaire vos différentes questions et nous vous ferons le plaisir de vous répondre. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour un autre Mba Talk. Portez-vous bien.